Du 4 février au 31 mars, le Ground Control organise une série d'événements dans le cadre du projet Underground Control pour célébrer et questionner les contre-cultures. Au programme, le punk, les free parties, le skate et aujourd'hui, c'est à la culture hip-hop qu'on s'intéresse ainsi qu'à un de ses piliers, la danse. Alors je me présente, je m'appelle Bruno Ribeiro. Mon nom de danseur est Fado. Je suis le co-organisateur en fait de l'événement qui a lieu aujourd'hui au Ground Control avec Nico Noki des Paris City Breakers et en co-organisation avec le Ground Control. Donc en fait aujourd'hui c'est une jam, grosso modo. La jam reprend un peu donc dans le cadre d'un festival qui s'appelle Hip Hop We Don't Stop. On essaie de revenir en fait un peu à la jeunesse du hip-hop et avoir un DJ avec du vinyle et des scuds qui puissent jouer tout simplement de la musique pour des danseurs avec une ambiance cercle et à la clé en tout cas 200 € pour le meilleur danseur et la meilleure danseuse, donc ce qu'on appelle nous dans notre jargon Cypher King ou Cypher Queen. Voilà. Alors en fait une jam de danse, donc c'est issu déjà de la culture musicale parce que les jams de musique en fait à la base sont issus lorsque un saxophoniste ou un trompettiste ou autre en fait pouvaient échanger lors d'un concert live leurs instruments avec d'autres personnes. Et en fait nous c'est issu plus particulièrement de la culture hip-hop, et la culture hip-hop donc est une culture en fait qui est avec 4 éléments en tout cas, donc que ça soit le graffiti, la danse, le DJing et le rap. Nous aujourd'hui donc ça va être une jam beaucoup plus basée sur la danse et en fait une jam grosso modo en fait c'est vraiment oublier l'aspect compétitif en fait de cette forme de danse là, et c'est vraiment prendre du plaisir en fait à danser sur de la bonne musique tout simplement en fait. C'est vraiment ça le mot clé en fait. Ouais, alors en fait la manière de comment en fait est créé ça en fait c'est à travers la musique. En fait tout part de la musique, c'est-à-dire que dans le hip-hop en fait, donc qui est issu du Bronx et qui a commencé dans les années 70, en fait à la base c'est quelque chose qui est très quartier en fait à la base, et en fait les danseurs de cette époque-là en fait se retrouvaient justement pour pouvoir partager un moment de danse à travers de la bonne musique. Et en fait cette partie danse se crée en fait très spontanément. Pourquoi ? Parce qu'en fait dans notre culture hip-hop, les danseurs ont un nom, donc ce sont les b-boys ou les b-girls. Et les b-boys ou b-girls, ça veut dire break boy ou break girl. Et le break, en fait, c'est une partie de la musique qui reprend en fait un loop de break, un loop de batterie en général, qui permet justement aux danseurs d'avoir une partie beaucoup plus dynamique dans leur manière d'approcher la danse et d'être complètement, entre guillemets, fou et descendre au sol et commencer en tout cas à gigoter un peu dans tous les sens, quoi. Nous assisterons à la jam de danse tout à l'heure, mais en attendant, revenons au fondement de la culture hip-hop. Est-elle toujours une contre-culture ? Et là, tout de suite, autour de cette question, la culture hip-hop est-elle toujours ou encore une contre-culture ? Pourquoi la poser, Match ? Bonjour à tous, déjà, ça fait plaisir, on est nombreux. Tout simplement parce que par le quelconque biais qu'on soit rentré dans cette culture, c'est des questions qu'on se pose pas. En fait, on rentre dans un mouvement culturel, dans une culture par kiff, par affinité. Il y a plein de choses, mais c'est des questions, je vais dire, d'ordre un peu intellectuel ou sociologique ou ethnologique qu'on se pose pas forcément. Et aujourd'hui, après au moins 4 décennies de culture hip-hop en France, peut-être qu'on est assez grand pour se la poser. En même temps, c'est aussi une manière d'ouvrir la porte vers d'autres préoccupations. C'est un alibi finalement, mais c'est une question qui mérite aujourd'hui d'être posée, et je ne doute pas qu'elle suscite des polémiques dans le bon esprit, mais des échanges peut-être vigoureux. Oui, parce qu'on m'a dit comment on peut être à la fois une pop culture et une contre-culture, donc il y a peut-être des nuances qu'on va apporter justement au fur et à mesure, et notamment toi Texaco, c'est absolument plus du tout une contre-culture, la culture hip-hop.
Dans le public, des curieux, des amateurs, mais aussi de véritables passionnés. Alors moi, je suis Cécile Jeanne, je suis journaliste indépendante. J'ai créé une revue sur la mode responsable. J'ai aussi beaucoup écrit dans le passé sur la musique, la culture de manière plus large. Effectivement, il y a quand même des liens assez forts entre mode et culture. Et je suis une grande passionnée de culture hip-hop. Donc moi, je suis de la génération, je suis de la jeune génération, entre guillemets, puisque je suis née en 85. Donc le mouvement hip-hop avait déjà bien commencé dans les années quand je suis née. Donc moi, j'ai pris le train en route, en fait, parce que j'ai commencé à écouter du rap et à vraiment baigner dans cette culture quand j'avais 13 ans, donc deuxième moitié des années 90. Mais voilà, je suis vraiment une grande fan de cette culture pour tout ce qu'elle représente en termes de valeurs. Quand on parle des valeurs originelles, qui sont les valeurs de la Zulu Nation, peace, love, unity and having fun, accessoirement. Et j'aime beaucoup le côté transdisciplinaire en fait de la culture hip-hop. Effectivement, c'est une culture très riche parce qu'elle mêle la danse, le graffiti, la musique. Et donc là, il y a quelque chose de très riche et qui, moi, me parle beaucoup. Oui, j'ai assisté aux 2 conférences parce que je prépare, dans le cadre justement de ma revue, de mon activité de journaliste, justement un gros dossier sur la place du vêtement dans la culture hip-hop. Donc voilà, les gens qui ont participé à la conférence, notamment Dan de Ticaret, Sophie Bramley, etc., c'est des gens que j'interviewe aussi en parallèle, justement dans le cadre de mon article. Voilà, et j'ai trouvé très intéressante aussi la 2e conférence parce que je m'intéresse beaucoup, j'ai aussi un parcours en sciences sociales, à tout ce qui est mouvement contre-culturel, donc se demander si la culture hip-hop, qui est bien sûr une contre-culture à la base, l'est toujours aujourd'hui. Voilà. Oui, alors moi je dis que c'est de l'appropriation culturelle, par exemple quand des grandes marques de luxe vont récupérer les codes du hip-hop, appropriation culturelle dans le sens négatif du terme, c'est-à-dire qu'on prend quelque chose d'une culture et on le vide de son sens et de son contenu subversif. Donc moi effectivement ça m'intéresse beaucoup. Donc, forcément en tant que passionnée de mode et de culture hip-hop, moi je suis assez sidérée de voir toutes ces marques de luxe qui se réapproprient les codes. Quand on voit qu'aussi à l'origine, et ça a été dit dans les conférences, à l'origine du mouvement hip-hop et du vêtement, qui est un vecteur de différenciation et d'affirmation de cette culture, parce que le vêtement, c'est quand même ce qu'on porte, donc c'est en termes de représentation, c'est quand même très important pour porter les messages de la culture. On voit qu'il y avait beaucoup de marques de luxe, en fait, qui ont fait des procès à l'époque à des créateurs, justement, qui réutilisaient, qui détournaient les logos, etc. Et aujourd'hui, on les voit reprendre parce que la culture hip-hop, bien sûr, s'est développée. Elle est passée dans une sphère plus mainstream qu'elle ne l'était. Et donc, du coup, ça, c'est de l'opportunisme commercial. Et ça, bien sûr, ça me choque énormément. D'autant que toutes ces grandes marques de luxe sont aussi, voilà, ça, je peux le dire, puisque c'est un peu les sujets sur lesquels je travaille, déplorables au niveau du respect des droits humains, du respect de l'environnement, etc. Alors je me présente, je m'appelle DJ Fab, DJ de la première heure de la culture hip-hop en France. J'ai joué au Globo et plein de choses et aujourd'hui, pour faire court, j'étais DJ de beaucoup de MC en France. Et pour faire court, j'ai une émission de radio sur Génération qui a 20 ans, qui s'appelle Underground Explorer, tous les dimanches soirs de 22h à minuit. Alors j'ai pas vraiment participé à la conférence, j'ai plus été acteur, mais toutes les personnes qui étaient assises dans l'audience pour parler, c'est des acteurs avec qui j'ai vécu, avec qui j'ai grandi. Donc je pouvais comprendre exactement tout ce qu'il pouvait dire. Après, il s'est dit des très belles choses, il s'est dit d'autres choses qui sont un peu plus, je dirais, plus difficiles à entendre. Mais comme on dit, toute culture a son bien-être et son avantage et son inconvénient. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que la culture hip-hop est une culture qui, soi-disant, qui a 50 ans, en tout cas en France, enfin aux États-Unis 50 ans et presque 40 ans ici. Il y a du bien et du mauvais. La culture hip-hop est partout. Elle est aussi bien dans la danse que dans le rap, que dans la musique, que dans la façon de s'habiller, la façon de se comporter dans les graffitis, dans l'art et dans le knowledge, surtout dans l'éducation et le mental et dans la connaissance. Donc pour moi, il y a ni contre-culture ou sous-culture, c'est vraiment une culture à part entière qui arrive vraiment à s'en sortir et quoi qu'il arrive, avec de l'argent ou sans argent, et comme c'est une culture qui se dit do it yourself, on arrivera toujours à s'en sortir, peu importe
la vision du truc en micro-monde, ou avec beaucoup de monde, c'est une culture qui existera quoi qu'il arrive. Ben, comme j'ai dit, hein, le futur, je pourrais pas le dire, mais quoi qu'il arrive, il restera toujours ce côté un peu mainstream où les gens tireront à foison de l'argent et se préoccuperont pas de la culture. Mais il y aura toujours cette cellule qui existera et qui sera toujours là pour essayer de se dire nous, on fait les choses par passion. Et dans la vie, que ce soit même pour le hip-hop ou pour d'autres choses, il y a des gens qui font les choses par passion et non pas que pour l'argent ou que pour la renommée, mais qui le font vraiment parce que c'est un mode de vie qui aide à vivre et à grandir. Et en soi, moi, ça m'a vraiment aidé à m'accomplir dans ma vie et à grandir. Et je souhaite à tout le monde. Après, comme j'ai dit, hein, il y a une porte pour tout le monde. Chacun y voit midi à sa porte comme il en a envie. Si la personne a besoin de faire du hip-hop pour gagner de l'argent et en vivre, soit. Mais ça dure qu'un temps. Et toutes les personnes qui ont de la passion, ça dure toute une vie. Donc moi, ma vie, jusqu'à maintenant, j'en ai 56. Je suis toujours un b-boy. Cette culture, je l'aime comme je l'ai aimé au démarrage. Il n'y a pas de souci. En 50 ans, depuis son émergence dans les milieux populaires du Bronx au début des années 1970, le hip-hop est devenu une culture omniprésente. Lors de la conférence, certains déploraient une culture hip-hop actuelle devenue mainstream et consensuelle. Ils dénoncent donc la commercialisation, la capitalisation à outrance de cette culture initialement populaire et subversive. Mais pour beaucoup des intervenants, la culture hip-hop est à la fois contre-culture et mainstream. Il subsistera toujours une communauté revendiquant ses racines et ses origines. Aujourd'hui, au Grand Contrôle, le public, les danseurs, certaines grandes figures de la culture hip-hop, tous se sont réunis précisément dans cet objectif, transmettre l'histoire du hip-hop pour préserver son contenu subversif et renouer avec ses racines.